Bon, bah, merci. J'espère que vous avez gardé un petit peu d'énergie après cette longue journée très enrichissante. Alors, je suis désolée, je n'ai pas pu participer à la matinée, mais voilà. Je remercie en tout cas le laboratoire Lumin et plus particulièrement Laurine pour avoir organisé cette belle journée et aussi pour avoir invité, voilà, à présenter donc une partie de mes travaux de recherche que je mène depuis voilà, déjà quelques années et qui ont débuté lors de ma fin de thèse à l'Université de Bologne en Italie, donc surtout en collaboration avec Paola Bonifaci de l'Université de Bologne, avec laquelle je continue donc à développer ces travaux. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion pour moi de vous raconter un petit peu un petit résumé, hein. Donc, je n'entrerai pas trop dans les détails non plus, mais voilà, c'est juste pour vous donner un petit aperçu des travaux que nous menions, en sachant que, effectivement, donc, je suis enseignant-chercheur, mais j'ai aussi une petite appétence pour la clinique, puisque je suis psychologue et j'ai pratiqué pendant certains temps en Italie en tant que voilà, psychologue, notamment dans le cadre des bilans, hein, des troubles des apprentissages et aussi travaillons beaucoup avec les enseignants au niveau de l'école primaire. Il y avait vraiment de plus en plus de demandes et de questionnements autour de la question justement des apprentissages typiques et des questions de difficultés chez des enfants, donc des enfants bilingues, avec un bilinguisme particulier. Donc, effectivement, je préciserai quelle est un petit peu la typologie de bilinguisme auquel on s'est intéressé. Donc, dont le bilinguisme est issu d'une langue minoritaire, donc un bilinguisme donc, issu de l'immigration. Et donc, c'est vraiment, en fait, c'est un objet d'étude qui a une origine vraiment une question de terrain et donc du besoin donc, des enseignants, des professionnels de santé, donc orthophonistes, médecins, psychologues, spécialistes donc de ces questions, de savoir comment faire lorsqu'on se retrouve face à un enfant un enfant bilingue qui manifestent des difficultés. Et donc, la grande question qui se pose toujours, hein, vous l'avez déjà à plusieurs reprises souligné lors des différentes présentations, c'est est-ce que et comment on peut distinguer une condition de retard tout à fait liée à l'acquisition d'une langue seconde ou bien comment on fait pour la distinguer entre ça et une question plutôt de trouble, donc une situation plutôt de trouble spécifique des apprentissages. Voilà, donc c'est une grande question auquel on va pas non plus résoudre ici maintenant, mais voilà. L'idée, c'est de travailler un petit peu dans ce sens et donner un petit peu quelques éléments de réflexion pour moi. Donc, on reste dans le cadre du langage. Voilà, c'est bon, je vais utiliser la. Alors, on reste toujours dans le langage écrit, donc cette dernière partie de la journée, se consacrer donc à cet aspect du langage, et donc notamment la lecture qui constitue l'un des défis majeurs pour tous les élèves, notamment, et qui va donc dont va dépendre leur parcours scolaire, leur intégration sociale et par la suite, bien sûr, aussi l'accès au monde du travail. Donc, on sait que classiquement, voilà, l'apprentissage de la lecture démarre lors de l'école élémentaire, autour des 6 ans, et constitue l'un des apprentissages fondamentaux. Et de manière très générale, lire signifie effectivement accéder à des représentations linguistiques par la modalité visuelle. Et pour faire ça, il est nécessaire donc de formaliser des liens entre le système linguistique et le système visuel. Dans des langues alphabétiques telles que l'italien, le français, l'espagnol, etc., ça se traduit par effectivement le fait d'être capable de reconnaître les graphèmes et d'y faire correspondre donc les sons qui sont donc les phonèmes. Et donc, au fur et à mesure que les élèves deviennent compétents dans la lecture, leur dépendance à l'égard du décodage phonologique va diminuer pour laisser la place plutôt à tout ce qui est accès automatisé, lecture automatisée, qui va pouvoir dégager des ressources attentionnelles afin de se consacrer au sens de ce qui est lu. Et donc, en d'autres termes, les enfants vont passer d'un statut de lecteur débutant à lecteur expert. La littérature fait état d'un certain nombre on va dire, de processus cognitifs, en sens large, qui sont impliqués dans le décodage
phonologique et dans le décodage de manière générale, dont les processus phonologiques. Donc, effectivement, on en a parlé beaucoup de ça lors de ces différentes présentations, mais également des processus issus donc, du traitement visuel. Donc, un petit peu avec la présentation de Fatima tout à l'heure, cette question a été un petit peu abordée, mais voilà, ça fait partie aussi de mes centres d'intérêt d'un point de vue de recherche. C'est effectivement tout ce qui relève du traitement visuel et visuo-attentionnel ou visuomoteur qui est effectivement à la base du décodage et qui peut en partie donc impacter aussi la reconnaissance visuelle des mots. Bien sûr, encore à l'heure actuelle, la nature du lien entre ces processus phonologiques, visuels, visuo-attentionnels, et le décodage reste encore un sujet de débat. Donc, la nature du lien, quand je dis nature du lien, c'est vraiment le sens du lien de relation entre cause et effet, même si, effectivement, on a déjà plusieurs hypothèses et on va dire plusieurs aussi études et consensus par rapport à certaines hypothèses. Mais voilà, quand même, le débat continue. Nous avons aussi un petit peu centré notre attention lors des travaux concernant les enfants bilingues à la question de la compréhension en lecture. Et notamment, voilà, il existe plusieurs modèles euh, développés au sein de la psychologie du développement, la psychologie cognitive, qui nous permettent de saisir un peu quels sont les mécanismes de base à cette activité. Et ici, en tout cas dans les travaux que nous avons menés, on a fait surtout référence à un modèle qui est un modèle qui a été effectivement développé au début des années 80 et qui a subi des évolutions et qui permet effectivement d'identifier quelles sont les composantes, on va dire, de base à la lecture, à la compréhension en lecture, et notamment selon ce modèle, qui est le modèle donc, simple de lecture, une vision simple de la lecture, en anglais c'est simple view of reading. À partir de maintenant, vous verrez sur Mediapont l'usage de l'acronyme SVR. Selon ce modèle, donc, la compréhension à l'écrit, la compréhension en lecture serait donnée par une relation multiplicative entre les capacités de décodage et de compréhension orale. Et plus particulièrement, bien sûr, quand on va regarder effectivement au sein de ces deux composantes, on peut effectivement, ce modèle en tout cas, et surtout les versions enrichies de ce modèle, ont pu identifier les connaissances sous-jacentes à ces deux grandes capacités, et notamment du côté du décodage, tout ce qui est effectivement connaissance des lettres, mais aussi conscience phonologique, rapidité d'accès au lexique. Tout à l'heure, on a parlé de ça. Effectivement, ça fait partie de l'un de ces prédicteurs, de l'un de ces précurseurs qui sont importants donc, pour l'apprentissage de la lecture et notamment sur l'aspect décodage. Et puis, quand on parle de compréhension orale, les différents modèles, enfin, les versions enrichies de ce modèle ont précisé, par exemple, voilà, tout ce qui est de l'ordre du vocabulaire, mais aussi tout ce qui est compréhension inférentielle qui joue un rôle important dans la compréhension donc, de l'écrit, mais également les connaissances morphosyntaxiques. Et puis voilà, bien sûr, je n'ai pas fait une liste exhaustive de toutes les composantes cognitives sous-jacentes, mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée que ce modèle voilà, permet d'aller identifier quelles sont les connaissances de base et aussi procédurielles pour pouvoir effectivement accéder au sens de ce qu'on lit. Et notamment, dans une perspective plus de prise en charge, cela permet effectivement d'aller éventuellement creuser et comprendre le pourquoi ou le comment un enfant en particulier présente des difficultés de compréhension de l'écrit. Et alors, si on prend en compte ce modèle, on sait que, par exemple, des enfants qui ont de bonnes compétences de décodage peuvent potentiellement avoir des difficultés de compréhension écrite. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ont des difficultés au niveau de la compréhension orale. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire que certains enfants peuvent montrer des difficultés au niveau de la compréhension de l'écrit parce que
ont des difficultés au niveau du décodage, même si au niveau de la compréhension orale, tout se passe plutôt bien. D'accord. Donc, c'est ça, la relation multiplicative, hein, c'est effectivement pouvoir, on va dire, montrer éventuellement une dissociation entre de l'apport, au fait, de ces deux composantes à la compréhension écrite. On a parlé de troubles de la lecture, donc ici, je vais rapidement rappeler quelle est la définition et les caractéristiques donc de ce qu'on appelle le trouble de la lecture ou aussi la dyslexie développementale, selon donc la nouvelle version du DSM, qui l'intègre au sein de la grande catégorie des troubles du neurodéveloppement et notamment au sein des troubles spécifiques des apprentissages avec donc difficulté en lecture. Vous savez qu'on est passé donc des perspectives catégorielles qui étaient celles du DSM-4, perspectives plus dimensionnelles, hein, qui permet effectivement de réunir au sein d'une seule et même catégorie, qui est la catégorie des troubles spécifiques de l'apprentissage, différents, on va dire ce qu'à l'époque était séparé en différentes catégories, donc tout ce qu'on a connu comme sous le terme de dyscalculie, dysorthographie, dyslexie, simplement en spécifiant effectivement les caractéristiques donc, du déficit. Donc, elle se caractérise par des difficultés à reconnaître les mots de façon précise et fluide, associées à des faibles capacités d'orthographe et de décodage. Et aussi, on peut retrouver en tant que conséquence secondaire des difficultés au niveau de la compréhension de l'écrit et aussi, voilà, on va dire, une expérience réduite au niveau de la lecture qui impacte par la suite l'enrichissement du vocabulaire. En termes de prévalence, on est entre 3 et 5 et 6,6% de la population d'âge scolaire. C'est ça un petit peu les chiffres qu'on connaît à l'heure actuelle. Notamment, voilà, encore une fois, dans la littérature, lorsqu'on essaye de comprendre un petit peu quels sont les profils hein, de déficit associés à un trouble de la lecture, on se rend compte qu'effectivement, on retrouve tout un panel de déficits. Alors, comme tout à l'heure, effectivement, tout à l'heure, je vous ai montré que, effectivement, dans le décodage, on a l'implication de différents processus cognitifs, bah, dans la même façon, on a retrouvé donc, chez les dyslexiques à la fois des déficits d'ordre phonologique, mais également chez certains dyslexiques, des déficits d'ordre visomoteur ou bien oculomoteur, viseur tensionnel. Et encore une fois, je ne prétends pas faire une liste exhaustive de tous les déficits cognitifs associés, mais voilà, c'est juste pour vous donner une petite idée. Et encore une fois, la nature du lien hein, entre ces déficits et le trouble de la lecture reste encore une source de débat au sein de la communauté scientifique. Et donc, je vous disais, on est rentré dans une perspective un peu, enfin, dimensionnelle, dans une approche dimensionnelle à l'identification des troubles. Et si on reste effectivement dans cette perspective, il est possible d'organiser les capacités de lecture sous forme, effectivement, tout au long d'un continuum, allant, effectivement, donc, des troubles, dans une condition de trouble, jusqu'à, donc, une situation de lecture de compétences typiques et, pourquoi pas, aussi en arrivant hein, sur l'autre côté de la courbe, donc, pour tout ce qui est capacité, on va dire, au-dessus de la moyenne par rapport aux compétences de lecture. Et on a aussi donc la catégorie un petit peu des difficultés hein, sur lesquelles on va se positionner dans le cadre de ces travaux. Donc voilà, l'idée ici, c'est un petit peu de faire un petit rappel sur qu'est-ce qui nous permet à un moment donné d'identifier la présence d'un déficit au niveau des capacités de lecture. Ça veut dire effectivement positionner donc la performance de l'individu, de l'enfant par rapport donc à des normes. Et là, la question qui se pose, et notamment dans le travail avec les enfants bilingues, c'est de quelles normes. Donc, il y a un gros débat sur ça. Les professionnels ne savent pas parfois se décider est-ce que j'utilise des tests, mais c'est des tests qui ont été, dans la majeure partie des cas, étalonnés, standardisés sur des populations monolingues. Et donc, quand même, ça limite, en tout cas, pas mal, l'interprétation des résultats par la suite. Voilà, donc tout à l'heure, on a vu hein, à la fin de la matinée
des outils effectivement qui ont été adaptés, non seulement traduits dans le cadre de populations bilingues, mais effectivement la question des normes, c'est une question qui est très touchy et qui fait un petit peu tout par rapport à l'interprétation qu'on va donner effectivement des scores soi-disant déficitaires. Donc, en dessous de -2 écart type, voire -1,5 en fonction donc du critère seuil qu'on va prendre. Et puis, en effet, on le sait, donc pourquoi cette idée de continuum est intéressante au niveau des capacités de lecture? Parce qu'effectivement, on se retrouve avec une très grande variabilité au niveau de la manifestation de celle-ci. Une grande variabilité qui est déterminée d'un côté par les caractéristiques de l'apprenant, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, donc l'apprenant avec ses capacités ou voire ses déficits d'ordre phonologique, un apprenant avec ses capacités, voire ses déficits d'ordre oculomoteur, ou bien visuo-attentionnel, etc., etc. Et effectivement, dans la littérature scientifique, on a beaucoup exploré ces aspects-là. Donc, quels sont, on va dire, les profils, pardon, je sais pas pourquoi ça, c'est quand je me rapproche. Si je reste à cette distance, vous m'entendez quand même ou pas? Oui, parfait. D'accord. Donc, quelles sont les caractéristiques individuelles au niveau effectivement de ces capacités cognitives qui impactent donc les capacités de lecture, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'un apprenant apprend dans un environnement et donc tout ce qui est environnement d'apprentissage, et notamment ça peut aller de l'orthographe de la langue, d'accord? Tout à l'heure, effectivement, Fatima a fait la différence entre des langues transparentes et des langues opaques, et on sait que ça peut impacter, en tout cas, les rythmes d'apprentissage de la lecture, mais également le niveau socio-économique. Ça fait partie de ces variables environnementales qui, voilà, en constituent en tout cas un faible niveau socio-économique serait considéré comme étant un facteur de risque. On parle toujours de prédiction de modèles probabilistes, d'accord? C'est pas systématique, mais en gros, c'est un facteur de risque pour un trouble de la lecture, en tout cas pour des difficultés de lecture. L'environnement familial d'apprentissage en littératie, donc ce qu'en anglais on appelle le Home Literacy Environment, et donc tout ce qui est activité familiale autour de la littératie, ça peut aller de la lecture partagée de livres à effectivement l'enseignement explicite des connaissances alphabétiques, voilà, qu'on peut retrouver dans certaines familles. Et puis, bien sûr, aussi les conditions de plurilinguisme, voire apprentissage d'une langue seconde, c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement ici. Voilà. Et puis, encore une fois, potentiellement d'autres facteurs qu'on n'a pas pu lister ici. Donc, voilà, si je résume un petit peu les questions de recherche que nous avons posées et qui ont guidé nos travaux de recherche, déjà, dans un premier point, se réfère à la mise en évidence des différences et des similarités dans l'apprentissage de la lecture entre bilingue et monolingue. Et tout à l'heure, je préciserai de quel bilingue, à quel bilingue je m'intéresse, puisque du point de vue de la littérature, il y a vraiment deux grands, on va dire, regroupements d'études. L'étude qui porte vraiment sur le bilinguisme, la bilittératie, et les études qui portent plutôt sur un bilinguisme là où l'enfant apprend à lire uniquement dans sa langue 2, qui est la langue de scolarisation. Et puis, une deuxième question a été celle essayer d'aller étudier un petit peu l'impact de certains facteurs, notamment l'âge d'exposition à la L2 plutôt que le niveau socio-économique ou bien la langue de scolarisation sur l'apprentissage donc de la lecture chez ces enfants. Voilà, tout ça pour essayer de trouver, et en tout cas de donner des éléments au moins de réflexion et de réponse à la grande question. Donc, est-ce que ce que j'observe comme difficulté serait plutôt le résultat d'un retard en lien avec l'acquisition de la langue 2 ou bien plutôt quelque chose, un signe clinique de troubles spécifiques des apprentissages de la lecture chez ces enfants? Donc voilà, la typologie de bilinguisme auquel on s'est intéressé dans nos études, en sachant que voilà, quand on parle de hétérogénéité, c'est que voilà, les profils de bilinguisme voilà, sont un bon exemple d'énorme variabilité et surtout on sait que le bilinguisme ne reste pas jamais
le même tout au cours même de la vie d'un seul et même individu. Donc ici, on s'est intéressé donc à ce que dans la littérature, on retrouve comme sous le terme de Language Minority Bilingual Children. Donc j'utiliserai l'acronyme LMBC, vous allez m'excuser, hein, les acronymes, c'est pas toujours simple pour lire, mais voilà, ça permet un petit peu d'éviter justement de l'encombrement visuel dans la lecture des diapos. Et donc, un bilinguisme, surtout issu de l'immigration, donc des enfants qui ont une langue une d'héritage minoritaire par rapport à la langue 2 de scolarisation du pays dans lequel les parents ont émigré. Donc, c'est des enfants de première, deuxième, seconde ou troisième génération en fonction effectivement un petit peu du pays, hein, puisque à la fois j'ai mené des études en Italie, hein, avec une tradition d'immigration un peu différente s'est passé de ce qu'il y a en France, et puis en France aussi. Et puis, voilà, des enfants qui apprenaient à lire uniquement dans leur langue de scolarisation. Donc, ils n'avaient pas eu d'enseignement de la lecture dans leur langue 1. Alors, ça semble voilà, anodin comme contrôle, on va dire, méthodologique, mais ça ne l'est pas, puisqu'on sait très bien qu'en fonction de la distance entre les langues, bah, il y a ce qu'on appelle des transferts positifs, hein, des connaissances justement d'ordre alphabétique, par exemple, en tout cas des stratégies aussi d'apprentissage et de décodage qui peuvent être transférées d'une langue à l'autre. Nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de comprendre comment ces enfants appréhendaient la lecture dans leur langue 2 qui était la langue de scolarisation, et que malgré l'exposition plus ou moins précoce à celle-ci, c'était quand même des enfants qui est entré à l'école primaire avec quand même un niveau moindre de connaissances dans cette langue par rapport donc au père monolingue. Et puis voilà, malgré tout, on est toujours en train de comparer avec les monolingues. Voilà, donc là, lorsque dans les résultats que je vous montrerai, je parlerai d'enfants bilingues, hein, je me réfère plus particulièrement à cette population. Donc vraiment, j'ai fait des petites diapos où j'ai résumé en prenant des résultats principaux de différentes études, d'accord? Donc voilà, après, si vous voulez que je détaille un peu plus, n'hésitez pas à me poser des questions. Ici, en fait, donc je résume un petit peu les résultats concernant tout ce qui est capacité de décodage et compréhension écrite dans des études où on a testé à la fois l'italien et le français en tant que langue de scolarisation, donc bilingue et monolingue ayant soit l'italien, soit le français comme langue de scolarisation, et notamment en évaluant. Donc, on a utilisé, d'un point de vue méthodologique, la méthodologie issue de la psychologie de développement, donc soit des études d'ordre transversal en comparant différents niveaux scolaires, ou bien longitudinal, et tout à l'heure, je vous donnerai aussi ces résultats. Et donc, on a pris des résultats, on a exploré effectivement des enfants qui étaient lecteurs débutants, donc en CP-C1, et des lecteurs qui sont considérés d'un niveau de lecture experte, donc niveau CM1, CM2. Et qu'est-ce que nous avons observé? Alors, déjà, donc on a évalué bien sûr via les tâches classiques qu'on utilise pour les capacités de lecture, donc décodage de mots, pseudo-mots, mots réguliers. On a testé le français, compréhension écrite. Et donc, en décodage de pseudo-mots, on a alors, systématiquement, donc là, je vous reporte effectivement un résultat comme ça, mais c'est un résultat qui a été répliqué dans les études que vous voyez citées plus haut. Donc voilà, c'est un résultat qui a l'air quand même assez robuste. Et donc, effectivement, que ce soit au début d'apprentissage de la lecture ou bien à un niveau plus d'expert, de lecture compétente, eh ben, à chaque fois, on ne retrouve aucune différence entre monolingue et bilingue par rapport au décodage de pseudo-mots. Par contre, dans le décodage de texte, là, on n'est pas dans la compréhension encore, juste décodage, on retrouve effectivement que systématiquement, les enfants bilingues, ont de moindres performances par rapport aux enfants monolingues. Et c'est quelque chose qui reste, même quelques années après avoir été donc exposé à l'apprentissage de la lecture dans la langue de donc.
jusqu'en CM2, on retrouve ce résultat. Et par rapport au décodage de mots et également à la compréhension écrite, ce que nous avons retrouvé, c'est que effectivement, les enfants bilingues commençaient avec un niveau moindre de compétences à ce niveau-là en CP-CE1, et puis petit à petit, on avait une sorte d'amélioration, un effet quand même développemental, et on observe effectivement qu'en CM1 et CM2, il n'y a plus de différence avec donc les enfants monolingues. À savoir, par contre, qu'en effet, surtout dans la compréhension écrite, il y a quand même un certain degré de variabilité au niveau des résultats. Et il faut aussi, je me permets ici un petit peu de le pointer, puisque dans la littérature, donc les différences en compréhension écrite entre bilingue et monolingue font pas non plus, on va dire, au consensus en termes de résultats. C'est-à-dire que certaines études ont montré des différences et d'autres pas. Donc, nous, on fait partie de ceux qui n'ont pas montré de différence. Et effectivement, c'est encore quelque chose quand même qui est assez débattu. Dans cette autre étude, nous avons plutôt donc procédé avec une méthodologie longitudinale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons testé des enfants en CP-CE1 et les mêmes enfants, pardon, en CP, et les mêmes enfants ont été donc testés 1 an et demi plus tard, donc à la fin du CE1, et sur les différentes donc capacités, dimensions de lecture que nous avons vues tout à l'heure. Et donc ici, je vous reporte des résultats concernant la compréhension écrite et notamment quels sont les prédicteurs. Donc là, on a pu effectivement on peut parler de prédicteurs linguistiques, donc longitudinaux. Et donc on retrouve donc chez les monolingues que à la fois la connaissance des lettres, je vous rappelle, la connaissance des lettres fait partie de ces précurseurs à la base de l'apprentissage du décodage, mais également le vocabulaire, du coup, plutôt sur qui est une des composantes de la compréhension orale. Les deux, effectivement, les deux capacités prédisent, effectivement, avec un bon pourcentage de prédiction, d'accord? On est avec un R carré de 0,32 et effectivement, dans ce genre d'études, constitue déjà une bonne partie de la variance expliquée de la compréhension écrite. Donc, chez les monolingues, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu valider le modèle SVR. Chez les bilingues, on retrouve quelque chose d'un peu différent. Alors, plus particulièrement, parmi les composantes qu'on a évaluées, donc la compréhension orale, et notamment la compréhension orale évaluée via une tâche de compréhension de phrases, comme celle, au fait, qu'on retrouve dans le TROG test, d'accord? En France, on a effectivement le subtest de l'Écosse qui permet de faire ça. Donc, voilà, en Italie, on a, puisque là, on est sur effectivement des enfants bilingues qui apprennent l'italien comme langue de scolarisation. Donc, on a le même type de test, bien sûr, traduit, adapté en italien. Donc, c'est un petit peu un test c'est bien quand on doit faire par la suite, je vous montrerai des comparaisons interlangues, puisque effectivement, on est sur la même typologie de test. Et donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve que chez les enfants bilingues, on a un rôle vraiment plus important de cette capacité, donc de la compréhension orale sur la compréhension écrite. Donc en gros, les autres prédicteurs, en gros, laissent la place à cette composante, donc qui prend en gros toute la grande partie de la variance, qui expliquera donc la variabilité au niveau de la compréhension écrite. Nous avons analysé les prédicteurs linguistiques, cette fois-ci par contre en conditions concomitantes, c'est-à-dire qu'on a évalué tout un ensemble de compétences, les capacités de lecture, ce qu'on connaît comme étant des prédicteurs linguistiques, celles-ci, mais en même moment, d'accord? Donc on n'est plus du tout dans une approche longitudinale, mais quand même, voilà, on peut quand même avoir des résultats intéressants par rapport à ça. Et cette fois-ci, on s'est focalisé donc sur des enfants bilingues apprenant le français langue 2. Et là, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Donc ici, je vous guide un petit peu dans la lecture de cette figure qui représente la relation entre la compréhension orale, donc nous avions évalué entre autres la compréhension orale, et la compréhension écrite, d'accord? En ordonnée.
En abscisse, vous avez la compréhension orale et en ordonnée, la compréhension écrite. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Donc, la courbe en noir, c'est la courbe qui représente les performances des enfants bilingues. Et les points, on a effectivement une nuage de points qui représente donc ce groupe, les points noirs. Et la ligne grise, c'est effectivement la tendance des performances des enfants monolingues. Qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, on voit clairement que ce lien, donc le lien entre la compréhension orale et la compréhension écrite, est vraiment modéré. Donc, il s'agit effectivement d'un effet de modération statistiquement significative par le groupe linguistique. Et plus particulièrement, cette relation entre compréhension écrite et compréhension orale est plus forte chez les bilingues. On voit très bien que cette relation est vraiment plus importante chez eux que chez les monolingues. D'accord? Comme si, effectivement, encore une fois, en répliquant le résultat que je vous ai montré tout à l'heure, qui était sur des bilingues apprenant l'italien en langue 2, bah, en effet, on voit apparaître encore une fois le rôle important de la compréhension orale sur la compréhension écrite plus particulièrement dans ce groupe d'enfants. Et puis, je vous ai dit, effectivement, nous avons étudié aussi l'impact de certains facteurs sur les capacités de lecture et notamment la complexité orthographique de la langue de scolarisation. Et en travaillant effectivement entre la France et l'Italie, on a pu donc comparer deux langues qui se caractérisent par un niveau de complexité orthographique différent, l'une étant plus transparente, l'italien, et l'autre plus opaque, le français. Et donc là, on est toujours dans le cas de prédicteurs concomitants. Donc, on essaye de comprendre quelles sont les composantes linguistiques qui permettent en gros de prédire, même si de façon concomitante, les capacités de lecture. Et notamment, ici, je focalise sur la compréhension écrite. Donc, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Effectivement, on a retrouvé des résultats similaires entre enfants bilingues et monolingues, puisqu'on retrouve dans les deux cas que à la fois la compréhension orale, donc la compréhension orale toujours évaluée avec la tâche de compréhension de phrases, mais également, donc là, pour le coup, nous avions pu évaluer aussi le fonctionnement cognitif non verbal via une tâche de matrice. Et bien, ces deux, effectivement, composantes sont effectivement à la fois pour les monolingues et pour les bilingues importants et ils expliquent effectivement en une bonne partie donc de la variance au niveau des capacités de compréhension écrite. On a voulu aller un petit peu plus loin parce que effectivement, ça nous interrogeait beaucoup. Alors, le résultat sur lequel je me suis focalisée tout à l'heure, c'est-à-dire le rôle majeur que la compréhension orale aurait pour expliquer la compréhension écrite chez les enfants bilingues. Et ben ici, on a pu mettre effectivement tester une hypothèse de médiation. Pourquoi? Parce que effectivement, on avait remarqué que les enfants bilingues, par rapport aux monolingues, avaient plus de difficultés dans la tâche de compréhension orale. Donc, on s'est dit, est-ce que c'est est-ce que c'est le bilinguisme qui aurait un impact sur les capacités de compréhension écrite? C'est ce qui, dans la littérature, est beaucoup discuté. Ou est-ce que c'est le bilinguisme, mais en fonction d'une autre variable qui pourrait médier cette relation? Et ben, c'est un petit peu ce qu'on a retrouvé. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'être bilingue ou monolingue qui explique comment on se comporte au niveau de la compréhension écrite, si on est bon ou mauvais compreneur, mais c'est effectivement par rapport aussi à notre capacité de compréhension orale. Donc, la compréhension orale a un effet de médiation sur la compréhension écrite. Et donc, voilà, je relis ce que j'ai marqué sur la diapo, peut-être parce que c'est peut-être plus clair que ce que je viens de dire à l'oral, mais le bilinguisme donc agirait sur la compréhension écrite de façon indirecte via les compétences en compréhension orale. D'accord? Voilà. Donc aussi, ça peut aussi expliquer cette grande variabilité qu'on a par rapport donc aux résultats sur la compréhension écrite, notamment le fait de retrouver dans certaines études des différences entre bilingue et monolingue et dans d'autres études une absence de différence.
Et puis pour terminer, nous avons tenté aussi de distinguer le rôle du bilinguisme de celui du niveau socio-économique, notamment parce que on a affaire effectivement à une population bilingue qui peut être aussi impactée par effectivement un niveau socio-économique qui parfois est différent du niveau socio-économique des monolingues auxquels on compare systématiquement les capacités. Donc, on peut, en faisant ça, donc c'est aussi l'idée de dire faire attention, effectivement, lorsqu'on fait des comparaisons de ce type, parce que parfois, on se retrouve avec des variables confondues, notamment d'ordre environnemental comme le niveau socio-économique, qui peut un peu, on va dire, biaiser l'interprétation des résultats. Et donc là, on a pu effectivement, contrastant des groupes d'enfants ayant bilingues et monolingues ayant un niveau socio-économique faible avec des groupes d'enfants monolingues et bilingues avec un niveau socio-économique moyen à élevé, on a pu essayer de distinguer donc l'impact du bilinguisme de l'impact du niveau socio-économique. Et donc, sur les deux côtés de la diapo, je vous donnerai les résultats donc, de l'effet du bilinguisme d'un côté et les résultats de l'effet du niveau socio-économique de l'autre côté. Donc, premier résultat, on a retrouvé des effets additifs, c'est-à-dire qu'à la fois le bilinguisme et le niveau socio-économique auraient un impact sur connaissance verbale évaluée via une tâche de compréhension lexicale. Donc, on donnait effectivement aux enfants un mot, l'examinateur prononçait un mot et l'enfant devait pointer l'image correspondante. Connaissance verbale et compréhension orale, ces deux composants, ces deux prédicteurs importants pour la compréhension de l'écrit, pour la lecture, seraient impactés à la fois par le bilinguisme, mais aussi par le niveau socio-économique. Par contre, on a effectivement un effet spécifique du niveau socio-économique sur les capacités de mémoire à court terme, phonologique, évaluée via une épreuve de répétition de nos mots. On a vu être l'une des effectivement épreuves qui peut quand même être sensible aussi dans le cadre du trouble du langage oral. Également sur le fonctionnement cognitif non verbal. Par contre, aucun effet du bilinguisme sur ces deux variables. Par rapport au décodage, on a aussi, on va dire, un impact différent du bilinguisme et du niveau socio-économique. D'un côté, le bilinguisme aurait un impact plutôt sur tout ce qui est capacité de décodage de texte, de mots irréguliers, et par contre, voilà, on n'a pas retrouvé de différence significative au niveau de l'orthographe. Et le niveau socio-économique aurait plutôt un impact sur le décodage de mots réguliers et aussi au niveau des tâches de dictée, en fait, de l'orthographe dans la dictée de pseudo-mots. OK, donc, si on peut résumer effectivement un petit peu ces résultats, on aurait plutôt un effet du bilinguisme sur des mesures impliquant des composantes lexicales. On a vu lecture de texte, mots irréguliers. Et en effet du niveau socio-économique plutôt sur donc on va dire un effet plus général, plus global sur les compétences cognitives et linguistiques et notamment aussi sur des compétences qui vont impliquer un traitement, comme par exemple des tâches de répétition de pseudo-mots, de non-mots. Ok, donc j'arrive à la synthèse, à la discussion un petit peu de tous ces résultats en essayant voilà, de les mettre en relation avec les questions de recherche qu'on s'est posées au début. Donc, différences et similarités dans l'apprentissage de la lecture, quelle serait l'influence de certains facteurs. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, au niveau du décodage chez les enfants bilingues, qu'est-ce qu'on peut retenir, en tout cas, des résultats de ces études qui aussi répliquent d'autres études dans la littérature. Déjà, effectivement, dans le décodage de pseudo-mots, dès le CP, on ne relève aucune difficulté. En tout cas, il n'y a pas de différence avec les enfants monolingues. Dans les mots réguliers, on détecte des difficultés initiales liées effectivement aux premières phases d'apprentissage de la lecture, mais une sorte de normalisation
par la suite. Par contre, dans la lecture de textes et de mots irréguliers, là, c'est là où les difficultés peuvent effectivement persister du CP-CE1 jusqu'à CM1, CM2. Donc, voilà, ce qu'on peut retenir, c'est quand même, d'un point de vue, voilà, pour mettre un petit peu les choses sur le point positif, c'est que tout de même, ce sont des enfants qui acquièrent un bon fonctionnement au niveau de la procédure sublexicale de lecture, hein, qui est quand même à la base de l'apprentissage de la lecture. Et par contre, hein, ce sont des enfants qui souffrent un peu plus de difficultés dans la procédure lexicale. En termes de prédicteurs chez les enfants bilingues, on a effectivement que la mémoire à court terme phonologique, donc évaluée par une tâche de répétition de nomos, de sonomos, serait quand même un bon prédicteur du décodage. La compréhension orale, on l'a vu, hein, c'est effectivement, semblerait jouer un rôle majeur dans la compréhension écrite dans cette population. Le bilinguisme aura un effet plutôt sur des mesures d'ordre lexical, alors que le niveau socio-économique aurait plutôt un effet plus global, donc, notamment, donc, je le disais tout à l'heure, compris, alors au-delà effectivement des mesures lexicales, mais aussi sur des mesures de traitement. Voilà, donc j'ai un petit peu conclu un peu cette synthèse des résultats principaux de nos travaux. Et juste, je vous laisse parce qu'on a, voilà, il y a eu beaucoup d'interventions sur les outils. Et on avait effectivement, il y a longtemps maintenant, parce que la publication, vous voyez, c'est 2013. Donc, on a beaucoup, en tout cas, avec mes collaborateurs, on s'intéresse beaucoup à la mise en place d'outils. Et il y a longtemps, donc je travaillais encore à Bologne, et on avait mis en place un outil d'évaluation du profil de bilinguisme des élèves, dont le bilinguisme donc, est issu d'une langue minoritaire. Et nous avions donc créé, adapté et normé donc normé hein, sur des populations, enfin sur des échantillons. Hein. Parler de population, c'est un peu voilà. Prétentieux peut-être, mais en tout cas sur des échantillons bilingues. Donc c'était des épreuves. Donc on a nommé en italien donc Babil. Babil c'est l'acronyme, enfin les deux syllabes initiales de Bambino Bilingue. C'était donc des épreuves adressées à des élèves de CP dont l'objectif était donc d'évaluer leurs compétences en L1 et L2, donc une évaluation bilingue multidimensionnelle, mais voilà, sur des aspects de langage oral. Donc, je vous ai parlé de langage écrit, ce n'était pas du tout le langage écrit qu'on évaluait ici, mais plutôt du langage oral. Des épreuves qui ont été aussi conçues, élaborées avec aussi l'implication des enseignants qu'on allait ensuite former et qui donc pouvaient utiliser donc ce type d'épreuves pour pouvoir effectivement donc identifier des enfants qui pouvaient montrer des difficultés uniquement en L2 ou bien en L1 ou en L2 ou voilà, donc du coup, aussi aider les enseignants un petit peu à orienter ces enfants vers des professionnels de santé, le cas échéant. Et on les avait donc adaptés en différentes langues. On avait pris des langues qui étaient le plus représentées hein, au niveau des établissements scolaires donc, d'une région du nord de l'Italie, notamment le tagalog, le bengali, l'arabe, marocain et tunisien, l'albanais, le chinois mandarin, le roumain et le tui aussi. Voilà, donc pour dire que donc effectivement on a aussi travaillé dans ce sens-là, donc pour essayer de fournir des outils à destination des professionnels. Voilà, je vous laisse avec juste donc ce que je vous ai un petit peu raconté sur les résultats concernant l'apprentissage de la lecture et les difficultés de ces enfants. Donc, il y a un article donc que je viens de publier en termes de publication en français qui a vu le jour donc sur la revue Rééducation orthophonique dans un numéro spécial coordonné par Heidi Cavalli et Gilles Leloup. Voilà, donc là, vous pourrez retrouver, je peux aussi vous l'envoyer si vous êtes intéressé, un petit peu tout ce que je vous ai raconté lors de cette intervention. Et puis également, nous avions, dans le cadre du 14e colloque du réseau
de psychologie du développement et de l'éducation qu'on avait organisé en juin, ici à Montpellier, nous avons organisé un petit symposium justement sur la question des apprentissages scolaires en contexte multilingue. Et donc voilà, à l'issue de ce symposium, il y a eu une publication donc d'un numéro spécial sur la revue ANAE, donc une approche neuropsychologique aux apprentissages chez l'enfant. Voilà, que je vous signale si vous voulez avoir des petit peu de publications aussi en français. Voilà, je vous remercie pour votre attention.